Bonjour à tous, c'est Guillaume de Digital War Valley. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau Digitalk. On va parler aujourd'hui MVP, MVP, Minimum Viable Product. Ça va intéresser, je pense, bon nombre de jeunes entrepreneurs, de start-upers, start-upeuses, mais aussi des entrepreneurs qui se posent des questions sur comment je développe un produit dans les meilleures conditions sans y mettre des efforts démesurés. Pour ce nouveau sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Adam. Salut Cyril. Bonjour à tous. Cyril, tu es cofondateur de Yield Studio. C'est un studio de développement web et mobile qui est basé à Tours et à Paris, créé en 2019. Vous faites du code traditionnel, si je peux dire, et aussi du low-code, et vous accompagnez des projets de A à Z, avec un suivi très personnalisé des différentes étapes, et notamment sur la partie construction du MVP. Complètement, ouais. On a effectivement développé récemment notre pôle low-code pour une simple et bonne raison qui est directement liée à notre sujet aujourd'hui du MVP, pour pouvoir créer des produits avec un max de valeur qu'on puisse mettre sur le marché assez rapidement, pour aller tester les idées des quelques entrepreneurs qui voulaient lancer quelques produits innovants, un peu novateurs. Donc, c'est effectivement une possibilité aujourd'hui de sortir un MVP. Et donc, c'est un nouveau pôle qui a été créé. Et initialement, on est donc un studio 100% tech. On n'est pas une agence web. On est vraiment un studio tech. Donc, on a le plaisir d'accompagner pas mal d'entrepreneurs sur des sujets techniques et vraiment sur des sujets de A à Z, donc du MVP jusqu'à l'internalisation de leur équipe technique sur la fin. OK, super, c'est vraiment top. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, comment créer son MVP, je pense que tu vas nous donner plein d'astuces, plein de techniques. Après, je pense que le meilleur conseil, ça reste d'expérimenter. Donc, je parle à vous, auditoire, vous avez sans doute des situations très spécifiques dans vos projets, dans vos parcours. Posez des questions qui reflètent la spécificité de votre projet, de votre aventure entrepreneuriale, et Cyril se fera un plaisir d'y répondre tout au long de la présentation, comme on a l'habitude de le faire avec les intervenants. Posez toutes vos questions dans le chat ou dans la boîte à questions prévue à cet effet. Merci encore pour votre présence. Cyril, je te laisse démarrer, je te laisse la main. À toi de tout nous dire sur comment, selon toi, on peut créer son MVP pour faire cartonner son projet avec peu de moyens. À toi. Yes, avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. J'ai plus l'habitude que ça soit un échange et qu'on confronte nos idées. Encore une fois, il y a pas d'idées préconçues, d'idées toutes faites et de solutions à chaque problème, donc, enfin à des problèmes en général. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en lien avec vos projets ou à confronter les arguments que je vous donne. Ça sera toujours très intéressant et très enrichissant pour tout le monde. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de voir comment créer son MVP. Ça va se passer en 3 phases principalement. Aujourd'hui, on va revenir dans un premier temps et excusez-moi pour ceux qui connaissent déjà, hein, on va revenir sur les bases du produit digital, voir un peu les 4 aspects du produit digital qui nous intéressent. MVP, souvent c'est un terme très utilisé, mais en fait, quand on veut le mettre en place, souvent on se rend compte que c'est pas du tout MVP, mais qu'on est directement sur notre produit final. Donc comment bien cadrer toute la phase MVP. Et puis, on va parler un peu de low-code aussi. Qu'est-ce que le low-code? Qu'est-ce que le no-code? Qu'est-ce que le code? Et puis, dans un deuxième temps, on va voir un peu les différents outils qui sont à notre disposition, les manières de construire son MVP. Et je vous donnerai un petit exemple de cas client qui a construit un MVP en low-code qui est assez intéressant. Donc, aujourd'hui, sur toute cette partie digitale, un peu de vocabulaire, peut-être pas de surprise pour vous. D'un côté, les applications, d'un côté, effectivement, les sites. Donc, un site web, ça va être une interface vraiment de présentation de contenu, etc., où on va avoir globalement très peu d'interaction avec l'utilisateur. Site mobile, pareil. Donc, ça va être, par exemple, un site où on va présenter des actualités pour revenir à ce qu'il y a sur l'image, ou une activité, une landing page, etc. Tout ce qui est application web mobile, c'est là où on va mettre en place des process, des espaces clients, des interactions utilisateurs encore plus fortes.
Donc c'est vraiment la différenciation aujourd'hui qu'on fait sur ces deux parties, application web, application mobile. On peut partir sur également la PWA que j'ai pas cité, qui est un peu un intermédiaire entre l'application web et l'application mobile, entre l'application responsive pardon, et l'application mobile, qui est assez intéressante. On pourra revenir sur les spécificités dans un deuxième temps si vous voulez. L'objectif, c'était juste de cadrer dans un premier temps cette partie vocabulaire. Aujourd'hui, alors il faut un peu de théorie pour passer sur la pratique. Très rapidement, ce qu'on considère comme produit digital aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut vendre de manière illimitée, de manière répétée, sans qu'on ait forcément besoin de reconstruire quelque chose. Donc c'est l'intérêt du produit digital aujourd'hui, c'est qu'il est duplicable à toutes les sauces. C'est pas forcément comme un produit matériel qu'on pourrait vendre. Donc un produit digital, pour ceux, on a 4 aspects qui sont extrêmement intéressants et j'ai envie de vous dire, c'est 4 métiers d'ailleurs. C'est ça qui est assez fascinant dans cette partie-là. Souvent, quand on dit: «OK, je veux construire mon MVP», yes, fonce, va sur le terrain parce que c'est ce qui est intéressant. Le 18e business plan, à la fin, il est plus forcément très constructif. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vraiment rencontrer son marché, hein, donc d'aller créer de la valeur pour son marché. Mais attention, construire son produit digital, c'est du coup 4 connaissances particulières. On va voir que le développement front et le développement back, on peut simplifier tout ça avec le low-code. Le référencement SEO, on peut simplifier ça avec quelques formations. Et design UX, lui, on peut s'inspirer de projets déjà existants. Mais ayons conscience souvent qu'effectivement, ces 4 domaines nécessitent 4 expertises différentes. Alors, toute la partie UX, UI, ça va être toute la partie conception, effectivement, de notre application, de notre logiciel. Sur la phase MVP, elle est aussi assez intéressante. Il ne faut pas la négliger parce que, tout simplement, c'est le premier contact que vos utilisateurs auront avec votre produit. C'est souvent quand on va sur une application et qu'on voit qu'elle a un design des années 90 ou des années 2000, on n'a pas envie d'y rester, on n'a pas envie de continuer, on ne regarde même pas les fonctionnalités. Déjà, le premier regard n'est pas bon et c'est décisif pour vos utilisateurs. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même un des aspects extrêmement importants, sans y perdre trop de temps, pour la partie MVP. Donc construire une application avec un design épuré, simple, où l'utilisateur s'y retrouve, sait exactement où est-ce qu'il doit aller, et puis une partie un peu novatrice, enfin une partie un peu d'innovation là-dessus. Sur la partie SEO, extrêmement intéressant parce qu'une application ou en tout cas votre landing page qui n'est pas référencée en termes de SEO, c'est extrêmement compliqué. On va voir que les outils low-code ou que même en code, il y a des configurations à mettre en place. Effectivement, il y a des sitemaps à créer, effectivement un peu de configuration dans la Search Console après à faire sur Google, etc. Donc voilà, il y a tout un espèce d'écosystème qu'il faut quand même prendre en compte au cours du développement de son produit. Et puis, il faut savoir qu'il y a quelques outils, quelques plateformes qui sont plus ou moins optimisées pour pouvoir référencer au mieux son application ou son site sur Internet. Et puis le développement front et le développement back, pour les connaisseurs, pour les développeurs, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Front, ça va être tout ce qui est visible de l'utilisateur. Donc ça va être vraiment tout ce que vous allez voir, ça va être la mise en application du design en termes de développement. Et puis tout le back, c'est tout ce qui est invisible, c'est tous les process, les fonctionnalités effectivement en back qui sont créées mais qui sont invisibles aux yeux de l'utilisateur. Donc c'est un vrai métier à part entière. On peut pas forcément imaginer tout ce qu'il y a derrière une application, mais effectivement c'est assez conséquent. Alors, vous n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, hein, c'est vraiment l'enjeu. On est sur la présentation théorique, on va passer sur la pratique, ne vous inquiétez pas. Sur la partie MVP, aujourd'hui, si on parle de MVP, ce que je répète sans cesse, c'est qu'on sort uniquement la fonctionnalité la plus attendue. On va voir l'exemple de Facebook après. Facebook, au début, il n'y avait pas la marketplace, il n'y avait pas tous ces aspects-là. On n'avait qu'une seule fonctionnalité, c'était celle qui était attendue. Et c'est là où, effectivement, il se différenciait de ces quelques concurrents, puisque oui, il y en avait à l'époque. L'objectif de cette fonctionnalité la plus attendue, c'est tout simplement d'avoir un maximum de retours pour un minimum d'investissement. En d'autres termes, effectivement, les projets qu'on développe, notre maître mot, c'est on va passer le moins de temps possible pour sortir le produit qui crée le maximum de valeur et qui soit le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que ce MVP, de toute manière, il va être tellement voué à évoluer que si en fait on passe déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à développer un produit pour le changer en fait 1 ou 2 mois après, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il faut vraiment se mettre en tête que ce produit doit sortir le plus vite possible
avec une fonctionnalité ou 2, hein, mais avec la fonctionnalité la plus attendue et qu'on a plein de fonctionnalités qu'on peut bien sûr écarter dans un premier temps. Elles peuvent nous paraître nécessaires parce que plus on passe du temps sur un produit, plus on se dit: «Tiens, cette fonctionnalité effectivement, elle devient nécessaire», mais en fait, quand vous allez le représenter à quelqu'un qui a un regard neuf, sur votre, produit, il va dire: «Mais non, c'est pas la fonctionnalité la plus attendue, donc c'est pas la plus nécessaire au début». Donc il faut vraiment Eric, avoir j'ai une question à ce stade, justement. Comment tu détermines, ce qu'est la fonctionnalité la plus attendue? beh, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui voir, qu'est-ce qui différencie, notre produit, de celui des concurrents. Si effectivement, le produit aujourd'hui, il a une fonctionnalité, par exemple, j'en sais rien, on fait une plateforme de recrutement, s'il a une fonctionnalité de matching, qui n'existe pas du tout chez les concurrents, alors peut-être que du coup, nous, on va pas implémenter comme nos concurrents le paiement, à la fin, in fine et cetera, machin, mais on va vraiment tout miser sur cette plateforme de matching. Et après, on va faire tout le reste du process à la main, parce que n'oublions pas aujourd'hui, le MVP, il y a beaucoup de, comment dire, dans de bons termes, de fonctionnalités qu'on vend, qui ne sont pas du tout présentes. Nous, il nous est arrivé d'accompagner un entrepreneur effectivement qui parlait de réseaux sociaux et cetera et qu'il avait un algorithme de matching qui permettait de repérer quelques éléments sur les réseaux sociaux et de les nettoyer ensuite. En fait, très honnêtement, son MVP, il faisait tout ça à la main, avec ses propres mains la nuit et cetera. Il allait lui-même repérer ce qui n'allait pas et cetera. Donc il faut vraiment avoir conscience que ce MVP aujourd'hui, les logiques et les workflows, vous allez faire, plus de 3/4 des workflows, alors que votre client va penser qu'il est automatisé et c'est aujourd'hui là la vraie valeur ajoutée, sur vos produits. Vous n'avez pas besoin de passer, 10 000 heures, pour développer un produit. Vous avez juste besoin de montrer au client quelque chose d'intéressant et après en back, il y a que vous qui savez et vous faites, de votre possible pour que ça, paraisse, automatisé ou autre. J'ai répondu à ta question, Guillaume? Ouais, ça marche. C'est fake it until you make it, comme, on dit Exactement. aux US. Exactement, mais c'est, enfin, tant que c'est fait, en fait, l'utilisateur, peu importe aussi, la manière dont c'est fait, hein, on peut vendre des choses, extrêmement intéressantes avec de l'intelligence artificielle et tout. Mmh. Si par derrière, vous créez effectivement de la valeur comme vous le promettez au client, peu importe la manière dont c'est fait. C'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, il faut se concentrer sur, la valeur ajoutée et pas forcément c'est pas forcément dans l'ordre de fonctionnalités, qu'on aurait l'habitude de voir. À la limite, il faut peut-être écarter certaines fonctionnalités qu'on a l'habitude de voir, dans d'autres apps ou sur d'autres sites, pour se concentrer sur un élément différenciant, même si seul il a pas forcément du sens, et il aura besoin à un moment donné d'avoir d'autres briques, autour pour être opérationnel. Mais au moins ça permet de matérialiser une différence, une volonté de se démarquer des concurrents et c'est ça qui va baser enfin, c'est ce sur quoi on va baser les retours utilisateurs finalement. De toute façon, oui et puis de toute manière, dans votre produit que vous allez construire, il va y avoir aussi 3 étapes, hein. Il va y avoir, la partie où vous allez vraiment avoir les utilisateurs qui attendent votre solution, depuis le début, donc c'est les early adopters, donc ça va être vraiment Mmh. ceux qui seront convaincus de toute manière par votre solution et que vous n'aurez pas à aller chercher en termes marketing, commercial et cetera. Donc eux, ce qui va les intéresser, c'est justement cette killer feature et c'est cette fonctionnalité extrêmement intéressante. Dans un deuxième temps, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir aller convaincre des gens qui n'ont pas forcément besoin de votre solution. Et qui sont déjà sur les concurrents, en leur expliquant quelle est votre valeur ajoutée. Et la troisième étape, ça va être de convaincre tout simplement ceux qui ne sont même pas chez votre concurrent et et que vous allez devoir voilà, amener dans l'écosystème, etc. Donc, ce qui est intéressant dans cette première phase d'acquisition client, c'est que justement, les clients vont être intéressés par cette killer feature. Et si jamais ils étaient intéressés par les autres, bah, ils seraient allés chez les concurrents. En fait, il y a pas de doute là-dessus. Donc, ne développez pas des choses superflues, etc. dans un premier temps. Allez vraiment tester la fonctionnalité que vous pensez vraiment différenciante des autres. Mmh. Du coup, on a une question d'Aline. Est-ce que vous accompagnez, vos clients sur cette étape clé, de challenge, des fonctionnalités essentielles, d'identification et de challenge avec Ouais, des premières je pense à un projet là, où on était en point ce matin, effectivement où, voilà le client a un magazine où il présente certains établissements et cetera. L'objectif, on se demandait effectivement qu'est-ce que pouvait attendre, donc c'est un objectif, d'application de tourisme avec des établissements référencés un peu, voilà, des établissements de confiance. L'objectif, c'est vraiment de sortir fonctionnalité par fonctionnalité.
Donc c'est vrai de toujours ramener notre client aussi à l'essentiel, même si on exécute in fine que ce que veut le client, en disant: «Attention, là on se demande une deuxième fonctionnalité, est-ce qu'on n'attend pas d'avoir des retours terrain pour Mmh. justement développer cette deuxième fonctionnalité?» Alors forcément nous c'est dans une démarche, commerciale, c'est peut-être un peu moins rentable sur le moment, mais on se rend compte qu'à terme, c'est beaucoup plus intéressant pour nous parce qu'on a vraiment un produit qui répond aux attentes de nos clients et c'est ça qui nous intéresse, pour être très franc, sur les produits qu'on développe, c'est vraiment que les produits de nos clients réussissent pour que nous, on puisse réussir. Ça a pas forcément d'intérêt, même si on regarde en stratégie long terme, pour nous de faire en sorte de juste développer un produit en une fois et d'attendre, Mmh. qu'effectivement il se casse la gueule parce qu'il répond pas aux attentes. Donc notre manière d'accompagner les clients aujourd'hui, ça va être de les challenger à chaque fois qu'ils ont une fonctionnalité, à implémenter et vraiment d'aller étudier tous les retours utilisateurs en implémentant des tags un peu partout dans l'application, pour pouvoir analyser, OK, cette feature, le parcours cible, le client, il a cliqué sur tel bouton, tel bouton, tel bouton. On a appelé après le client, on a compris qu'il manquait cette fonctionnalité. OK, on développe. Il y a 3 clients qui ont dit ça, et cetera. Donc, on y va vraiment phase, par sprint, comme on dit, pour pouvoir vraiment répondre au mieux aux attentes. Et encore une fois, s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités dès le début, c'est pas grave. On maintient notre client en haleine. Tant qu'il voit que le produit évolue, c'est le plus intéressant. Et du coup, tu dois gérer un peu, des fois une frustration du client qui voudrait, lancer plusieurs choses en même temps, aller vite, Ouais, gérer ma propre commercialiser. frustration parce que de toute manière, on répond aux attentes de nos clients. Ouais. Mais effectivement, quand le client nous dit: «Bon, tant pis, on y va», bon, peut-être qu'il a raison, hein, l'objectif, Mmh. c'est aussi de les challenger et nous, ce qui nous intéresse, c'est de co-concevoir le produit avec lui. Mais effectivement, c'est toujours le client qui a raison, hein, donc on suivra de toute manière, ses attentes. Donc effectivement, de temps en temps, je suis frustré et je me rends compte que, bah, il avait raison et à d'autres moments, voilà, c'est différent. L'objectif, c'est juste de challenger et il y a pas mieux que mon client pour connaître aussi, son domaine d'activité et ses utilisateurs, hein, donc ça, c'est pas négligeable. Super. OK. Donc si on prend l'exemple de Facebook, effectivement, regardez à l'écran, Facebook à l'époque, c'était ça. Facebook, ce n'était qu'un écran, où on pouvait tout simplement rechercher, au sein de l'école, une sorte d'annuaire, donc les élèves qui étaient présents et on pouvait tout simplement visualiser, les amis avec la fiche profil que vous voyez à l'écran. C'était uniquement ça le MVP, et ensuite, donc ça a été pendant 2 ans. Et ensuite, effectivement, ça s'est développé parce qu'il y a eu une vraie attente des utilisateurs. Donc voilà, réimaginez le produit Facebook à l'époque et dites-vous que votre produit, il peut être grandement simplifié. Essayez de voir un peu quelle est la fonctionnalité essentielle. Ici, c'était la recherche, l'annuaire. Regardez dans votre produit quelle est votre fonctionnalité essentielle et aussi projetez-vous, hein, à terme, ça n'empêche pas, quelles sont les fonctionnalités additionnelles que je verrai et puis, sans cesse, on remonte les fonctionnalités, on les priorise, on les classe, en fonction des retours des utilisateurs et cetera. C'est intéressant, cet exemple, Cyril, parce qu'on pourrait imaginer que finalement, il y a 18 ans, le premier frein au développement des fonctionnalités, il était d'abord technique, parce qu'on n'a évidemment pas, la maîtrise technique qu'on a aujourd'hui. Et en fait, le risque, aujourd'hui, c'est peut-être justement, d'avoir, fait accès trop facilement à des solutions, techniques pour faire des choses, pour développer des fonctionnalités et donc, autant avant on était un peu restreint par la technique, autant maintenant, faut se restreindre, alors qu'on a techniquement la capacité de faire telle ou telle, fonctionnalité. Ah bah, oui, c'est sûr, hein, quand les gens répètent qu'ils cherchent un CTO, non, tu cherches pas un CTO, tu cherches une plateforme low code, hein. Mmh. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en œuvre justement pour faciliter un peu la vie des entrepreneurs. Aujourd'hui, votre CTO, il est présent, dans beaucoup de solutions qui sont proposées, sur le marché. Effectivement, aujourd'hui, le risque, c'est justement d'avoir accès trop facilement, comme tu dis, Guillaume, à vraiment la possibilité d'établir un produit fini, et du coup de perdre trop vite son utilisateur en étant convaincu soi-même de quelque chose qui n'est pas la réalité du terrain. Mmh. OK. Donc ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Alors, pourquoi faire un MVP avant d'entrer dans le concret? Bah, tout simplement pour gagner du temps et de l'argent. Je le répète sans cesse depuis le début, mais l'intérêt, c'est d'être rapidement sur un marché. Donc nous, notre grande ligne conductrice, c'est effectivement de développer un MVP en 4 semaines. Alors c'est parce qu'on est convaincu de ça, même en termes vraiment, enfin voilà, même, avec notre vision d'entrepreneur, on est convaincu que plus on sort vite, plus on pourra s'adapter rapidement.
Voilà, et ça nous permet de gagner de l'argent puisque c'est proportionnel, hein, le temps passé, c'est de l'argent. Et éviter l'effet tunnel, c'est ce dont c'est ce que je vous racontais au début. L'objectif, c'est d'avoir des retours réguliers. Et l'effet tunnel, c'est l'effet, OK, je sais que mon produit, c'est ça, je suis convaincu, je me mets dans un tunnel et je me restreins le tunnel au fur et à mesure jusqu'à construire un produit qui est beaucoup trop large et qui répond plus du tout aux attentes. C'est ça l'effet tunnel. Et il y a vraiment ce petit rappel en vous toutes les semaines en vous disant attention, est-ce que justement je ne suis pas dans un effet tunnel? Est-ce que vraiment je respecte ma stratégie MVP au fur et à mesure? Et c'est très très compliqué de rester dedans, je vous l'accorde, mais surtout, essayez de vous faire challenger rapidement et souvent sur cette partie-là. Alors, pour passer un peu dans le concret, comment on construit son MVP? Je vous ai référencé 5 étapes ici, tout simplement pour aller assez vite dans sa démarche. L'étude de marché, ça fait partie du business plan, c'est intéressant. Effectivement, il faut savoir un peu quel est son persona. Ça paraît très basique de temps en temps, mais ça va être extrêmement intéressant aussi pour aller chercher ses premiers utilisateurs. On nous répète persona, persona, persona. OK, je trouve une photo de persona, c'est intéressant, mais en fait, ce qui va vraiment, c'est vraiment ce qui va vous permettre de trouver votre killer feature. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle attend comme fonctionnalité? Et souvent dans un MVP, c'est vrai que nous, on demande à nos clients, par exemple, est-ce que vous avez une ou deux personnes avec qui vous co-construisez votre MVP? Si vous avez aujourd'hui une idée de produit, d'application logicielle, n'allez pas chercher dans un premier temps à faire payer une licence à votre premier utilisateur. On s'en fout, vous allez gagner 20 euros, mais en fait, ce que vous allez gagner en termes d'argent, vous allez le perdre en termes de recherche et d'adéquation avec le terrain. Allez plutôt proposer à votre utilisateur, est-ce que ça t'intéresse de co-concevoir le produit avec moi? De m'aider, de m'accompagner, et en échange, tu as l'accès pendant 1 an gratuit à la plateforme. Et voilà, ça sera beaucoup plus rentable pour vous en fait de construire votre produit avec un acteur du terrain, avec votre utilisateur final, plutôt que de faire payer votre utilisateur final et d'aller analyser rapidement ses retours sur un Typeform ou autre qui remplira que 1% du temps. OK? Donc vraiment, ce persona marketing, il est intéressant pour plusieurs raisons. Pour adapter son produit au mieux, pour lui proposer de construire avec vous le produit et pour avoir des retours réguliers. Ensuite, sur la killer feature, effectivement, aujourd'hui, sur un produit, on se rend compte que, il y a, allez, 40% du produit qui est utilisé, 60% du produit qui ne sert à rien. Donc aujourd'hui, vous allez chercher la fonctionnalité qui est la plus attendue, qui répond à 80% du besoin de votre utilisateur. Si aujourd'hui, pour revenir à cette plateforme de recrutement, vous avez l'ambition de proposer un système de matching automatique entre des compétences d'un candidat et les recherches effectivement d'un recruteur, allez proposer que cette fonctionnalité et allez envoyer des CV après en PDF, par mail, etc. Mais c'est la fonctionnalité qui répond à 80% du besoin de votre utilisateur. Tout ce qui est paiement, tout ce qui est chat entre le recruteur et le candidat, en fait, in fine, ça nous est égal. C'est pas ça qui va nous permettre vraiment de nous adapter à notre marché. OK. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la killer feature, on arrête de réfléchir, on arrête de se poser 15 000 questions, on n'écoute plus les personnes qui nous démotivent, etc. On se dit, je vais sur le terrain, je me donne 4 semaines, je développe mon MVP. Pour ça, on va voir toutes les plateformes dans un second temps, juste après, qui sont possibles, en code ou en low-code. Il n'y a pas de vérité, chaque projet est unique. Fixez-vous 4 semaines ou 8 semaines pour ceux qui sont vraiment un peu à la ramasse sur tous les outils low-code et qui n'ont pas forcément des appétences dans ce domaine-là. Mais allons vite. On recueille les avis après effectivement avoir développé son MVP. L'objectif, c'est pas forcément de le mettre directement sur tout le marché, hein. L'objectif, c'est peut-être d'aller le construire avec nos 2 ou 3 personnes qui ont accepté voilà, de tester notre produit, de l'avoir gratuitement pendant quelques périodes en échange de retour. Donc, on va recueillir des avis, on essaye de vraiment d'appeler régulièrement notre utilisateur ou d'avoir régulièrement ses retours. Extrêmement intéressant. Il ne faut pas se frustrer non plus. Souvent, c'est assez compliqué parce que nous, on est persuadé qu'une fonctionnalité, elle va vraiment révolutionner le terrain. Et quand on voit que l'utilisateur, il ne l'utilise pas ou autre, voilà, il y a un petit sentiment de frustration en disant non, mais il n'a pas compris mon projet. Mais en fait, si, il a compris, mais c'est juste que ça ne correspond pas à ses attentes. Ça peut être assez frustrant de temps en temps de voir que on est un peu à côté de la plaque, mais bon, ça arrive. Et puis après, on améliore. Et en fait, tout simplement, pour que je vous ai mis une flèche, c'est qu'on recommence. On étudie le marché, on va voir son persona, on reconçoit le truc, on redéveloppe la fonctionnalité supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on avance. Et en fait, voilà, il peut y avoir 10, 15, 20, 25 itérations. Mais c'est le plus intéressant dans la phase MVP. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette partie étape de construction ou pas trop? Écoute, pour le moment, j'en vois pas arriver, mais Pas de souci. les questions sont libres, donc elles arriveront au fil de l'eau si nécessaire.
Pas de souci. Je vous mets ici, j'ai retraduit, tout simplement le parcours que j'ai eu avec un client, alors c'était il y a 2 mois, pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait effectivement, mettre, dans son MVP. Le cas d'usage du client, il voulait en fait, donner la possibilité, à ses clients à lui, de commander des paniers de légumes dans des fermes. OK, donc il est venu me voir effectivement avec cette ambition. Tout simplement, aujourd'hui, sa valeur ajoutée qu'il proposait, auprès des fermes, et auprès de ses clients, c'était de digitaliser en fait tout le processus d'achat-vente, et de faire connaître les fermes auprès des clients. Donc c'est vraiment sa valeur ajoutée. Alors au début, effectivement, il est arrivé avec, l'ambition de créer, 6 fonctionnalités différentes. Il voulait créer un profil ferme, créer un profil client sur son application. Il voulait donner la possibilité de commander en ligne, de payer en ligne et de gérer la facturation, pour les 2 côtés. Finalement, en fait, on s'est dit: «Non, on va prioriser, on va vraiment développer étape par étape, qu'est-ce qu'on va, éliminer au fur et à mesure?» Alors c'était long, hein, parce que le client au début disait: «Non, non, tout est nécessaire». Non, tout n'est pas nécessaire. Faisons le tri. Donc dans un premier temps, on a enlevé la facturation, gérer la facturation. Au pire, c'est quelque chose qu'il pouvait faire à la main. En l'occurrence, il était interconnecté avec Stripe à l'époque. Il allait sur Stripe, il mettait générer une facture. Il y avait aucun souci, à le faire. Ça lui prenait à peu près 1 minute. Il avait 10 clients dans le mois. Voilà, il y avait 10 minutes, consacrées dans le mois pour développer une fonctionnalité. Ça nous aurait pris 3-4 jours. Pas du tout intéressant de gérer la facturation sur la plateforme. Ensuite, on s'est dit: «Est-ce que payer en ligne, c'est vraiment un réel atout aujourd'hui? Est-ce que ça sert? Est-ce qu'en fait, comme le client va sur place, est-ce que ça serait pas intéressant tout simplement de lui laisser payer sur place?» Qu'est-ce que ça nous simplifierait de notre côté? Ça simplifierait, du coup la gestion des flux de trésorerie et cetera. Ça nous éviterait d'avoir à développer un module du côté ferme, un module du côté client. Bon, on a enlevé la payer en ligne, on n'était pas forcément convaincus, mais on a enlevé cette possibilité au début. Ensuite, on s'est dit, «Est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un profil pour chaque ferme?» Est-ce qu'au début, en fait, vous n'allez pas plus avoir intérêt? Mon client m'a dit: «Mais si, moi je vais envoyer des mails à toutes les fermes de France». OK, certes. Heu, Combien vous allez avoir de réponses? Peut-être une réponse parce que vous avez aucun produit, parce que, aujourd'hui, quand vous envoyez un mail et que vous n'avez pas de produit visible, bah, les gens, ils en reçoivent tellement par jour, qu'en fait, bah, ils ont même pas envie de vous répondre. Donc on s'est dit: «OK, c'est dans quelle région que vous commencez votre activité?» On va aller voir 3, 4, 5 fermes partenaires. En l'occurrence, on en a sélectionné 3. Donc on s'est dit: «Mais en fait, ces profils fermes, on peut les créer nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de donner la possibilité de créer un profil ferme». Donc en fait, on a créé 3 profils fermes à la main. Donc on a enlevé cette possibilité de créer un profil ferme. Ce qui fait qu'en fait, il nous reste que 2 fonctionnalités, créer un profil client et commander en ligne. Et en fait, on s'est aperçu que c'était ça qui nous permettait aujourd'hui, d'aller vraiment, voilà, challenger le terrain et d'aller, donner la possibilité, à nos utilisateurs de consulter effectivement ce que, les fermes avaient comme panier légumes, et deuxièmement, de commander un panier légumes, comme ça il est prêt quand ils arrivent, ils ont juste à payer. Donc voilà, c'est la démarche qu'on a eue qui est assez intéressante. Je ne dis pas qu'elle est possible avec chaque produit, mais je dis qu'effectivement, elle peut tout à fait être faisable pour votre activité et essayer de faire ça en 5 étapes et de vous dire: «OK, je liste mes fonctionnalités et en 5 étapes, j'en enlève» et ainsi de suite. Donc en fait, ce que tu dis Cyril, c'est très intéressant parce que c'est pas seulement, trouver la bonne fonctionnalité. Là, l'exemple que tu prends, c'est on va lister un grand nombre de fonctionnalités. Enfin là, il y en avait 6 à la base, mais il pourrait y en avoir, 15 ou 20 ou 40. Mais en tout cas, c'est faire ce travail, d'avoir une vue globale sur les fonctionnalités qui peuvent être attendues et après, on va les exclure, une par une, en tout cas celles qui sont les moins pertinentes, c'est ça? Mais il y a quand même un travail Il d'identification y a quand même un à travail faire d'identification au avant. début et un d'identification même restreint, hein, parce que déjà les 6 fonctionnalités initiales, c'était déjà des fonctionnalités MVP pour le client. Ouais, OK. Mais voilà et encore une fois, les fonctionnalités, hein, sur les 2 premières qu'on a développées, ensuite, il y a eu 2 semaines entre chaque fonctionnalité supplémentaire qui était développée, mais au moins on avait quelques retours, et voilà, il y a plein de manières de tenir son client en haleine, sur la partie, je me souviens que sur le menu, effectivement, on avait dit, «à venir», on avait mis une petite pop-up en mode «à venir», donc voilà, le client savait que bientôt il allait pouvoir, payer en ligne, donc extrêmement intéressant, et extrêmement motivant pour votre futur client, quand il voit ça. Il y a quelque chose d'aussi assez intéressant, quand vous créez un produit, c'est que vous pouvez faire des mini sondages. Vous pouvez dire: «OK, quelle est la fonctionnalité la plus attendue?» Vous pouvez mettre ça dans un coin de votre plateforme, la fonctionnalité prochaine la plus attendue et puis, bah, voilà, votre client y répond. Il y a plein de manières des call to action aujourd'hui, assez rapides, d'avoir des retours utilisateurs sur les besoins donc aujourd'hui, on est reparti sur ce cas, de la valeur ajoutée et on s'est dit: «OK».
dans cette valeur ajoutée, quelles sont vraiment les 2 fonctionnalités essentielles. Voilà sur cette, partie-là. Alors, aujourd'hui, on va aborder le low-code. C'est pas la seule solution de construire votre MVP, encore une fois. De notre côté, ça nous arrive de construire des MVP en code traditionnel, hein. Pour les développeurs qui sont là, effectivement, souvent, c'est plus rentable ou c'est plus rapide. Il y a pas de valeur ajoutée. Nous, on n'est pas convaincus par le low-code, on n'est pas convaincus par le code. On est convaincus que chaque projet, a forcément, voilà, une solution optimisée, mais on n'a pas de vérité toute faite, là-dessus. Un petit rappel régulier aujourd'hui, le no-code aujourd'hui, c'est ce qui nous permet à tous, de programmer, sans avoir recours à une seule ligne de code. Pour les plus novices, on peut penser, comme outil no-code à Wix qui permet de créer des sites internet. On peut penser aussi, à Webflow par exemple, qui est un outil, complètement no-code qui peut se transformer en outil low-code ensuite. Outils low-code, il y a 2 approches différentes. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est des outils aujourd'hui qui donnent la possibilité, d'aller rajouter des lignes de code, de rajouter des lignes de code et d'implémenter, voilà, des modules supplémentaires. Il y a une autre approche qui dit qu'aussi, enfin voilà, comme WeWeb ou d'autres, plateformes, c'est des, plateformes qui permettent d'avoir des scripts préprogrammés et du coup d'aller plus vite, dans l'intégration. Voilà, il y a différentes approches, mais aujourd'hui, en gros, low code, peu de code, tout simplement pour pouvoir développer son produit. Donc ça nécessite quand même quelques compétences, en termes de développement ou alors quelques compétences externes, hein, de quelqu'un qui nous aiderait à développer des petits modules, complémentaires parce que non possible en no code. Et le code, bah, c'est tout langage, programmatique qui nous permet de créer from scratch, quelque chose 100% sur mesure. Alors, on va faire un petit tour, des plateformes à utiliser. L'univers low code aujourd'hui, pour être assez transparent avec vous, il y a 2 plateformes qui sortent par jour, et qui sont incubées à Station F parce que c'est un grand boom, parce qu'il y en a dans tous les sens, pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Enfin, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, le plus intéressant, ça va être de se concentrer sur les plateformes les plus stables. Pourquoi? Parce que quand on utilise une plateforme low code, on dépend de la plateforme low code. OK. Si j'utilise, Wix, par exemple, pour créer mon site internet, je dépends de Wix, pour mon site internet, je ne peux pas, forcément l'exporter et cetera. Alors, il y a quelques plateformes, par exemple Webflow, où on peut exporter son site, mais si on utilise Bubble qui permet de créer des applications et qui est aujourd'hui la plateforme de référence et si vous ne connaissez pas Bubble, inscrivez-vous directement, allez regarder des tutos, c'est extrêmement intéressant de voir les performances, de cette plateforme. Voilà, c'est le seul inconvénient aujourd'hui, on dépend de la plateforme, donc effectivement, dès que, la plateforme nous limite, bah voilà, on est obligé de sortir un peu de cette plateforme, d'aller coder quelque chose sur mesure. Dès que, la plateforme crash et bah, notre application est indisponible pendant cette période-là. Encore une fois, l'objectif du coup, c'est de référencer celles qui sont les plus stables et sur lesquelles ces situations-là arriveront, le moins souvent possible. Alors, quelques cas d'usage particuliers ici, sur les landing pages, 3 outils aujourd'hui ici qui vous permettent, encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, vous avez sûrement plein d'idées, n'hésitez pas à les mettre en question, en commentaire, dans le chat, partout, des plateformes que j'ai pas forcément, référencées. Hem Aujourd'hui, sur la landing page, du coup, Unbounce, UMSO et Card, qui permettent de créer vraiment en 3 clics, des landing pages. L'inconvénient de ces solutions, c'est qu'elles sont assez onéreuses, parce que forcément, elles sont, voilà, il y a beaucoup de templates possibles, mais c'est des solutions assez onéreuses, mensuellement parlant. C'est vraiment pour aller faire connaître son activité. Aujourd'hui, vous avez une idée, vous n'avez pas forcément envie de perdre du temps. En une journée, vous créez votre compte, vous créez votre template, vous mettez votre contenu. On est bon, ça vous fait une visibilité auprès de vos clients. Vous avez un peu d'optimisation SEO pour être trouvé sur les moteurs de recherche. Voilà, c'est plus temporaire, j'ai envie de vous dire, comme solution qu'autre chose. Là où ça va être intéressant aujourd'hui, c'est d'aller du coup, dans un second temps, tabler sur un site web statique. OK, j'ai fait une petite faute, désolé, c'est Webflow, du coup à l'écran. Aujourd'hui, c'est la plateforme quand vous avez un minimum de temps à passer pour aller développer, une page de présentation de votre activité ou même un site assez complet, avec des performances de design assez dingues. Allez sur Webflow, vous avez aujourd'hui, j'en sais rien, plus de 5000 templates qui sont disponibles payants, pour aller, voilà, présenter votre activité. C'est l'outil de référence. Après, vous avez Wix, vous avez WordPress aussi qui permet de faire des sites web statiques, et Stringly aussi qui permet de le faire. Voilà quelques exemples, d'outils intéressants. Ensuite, on a, ce qu'on dit site web app, donc c'est ce qui va nous permettre de faire un peu plus qu'un site vitrine. Ça va être plutôt aujourd'hui se concentrer sur les applications web. WordPress aujourd'hui, je vous le déconseille.
Pourquoi? Parce qu'en termes de SEO, on est très peu performant. En termes de performance de chargement, voilà, c'est assez compliqué également. Par contre, l'intérêt de WordPress aujourd'hui, c'est que c'est un outil extrêmement vieux sur le terrain et du coup, qu'il y a énormément de plugins qui vous permettent d'être attachés à WordPress et qui vous permettent de faire mille et une choses. Pour citer un des plus connus, c'est WooCommerce. Donc WordPress, par exemple, peut vous permettre de créer un site e-commerce avec son plugin intégré assez rapidement. Pour les sites e-commerce, pareil, je recommanderais plus Shopify, qui est un des outils extrêmement performants en termes de SEO, avec des coûts quand même assez raisonnables, qui vous permettent de sortir un site e-commerce sans connaissance avec un back-office qui est vraiment extrêmement propre pour un début d'activité. Nous, aujourd'hui, ce que je vous conseille, si vous voulez créer une application web avec un espace client et avec voilà, comment dire, des workflows assez optimisés, assez personnalisés, c'est d'aller sur Bubble, tout simplement. C'est une des plus belles plateformes qui existent. Allez voir la performance de cet outil, c'est assez intéressant. Sur les applications mobiles, alors plusieurs possibilités. On a soit Bubble qui a un module intégré qui permet de faire des applications natives, hein. Donc les applications mobiles, c'est tout ce que vous allez avoir sur votre store. Donc sur l'Apple Store, sur le Google Play Store, etc. Bubble BDK qui est un plugin, je vous le déconseille parce qu'il n'est pas forcément très stable pour l'instant et j'ai pas beaucoup d'affinité avec ce module. Et deux outils no-code qui existent, Adalo et Glide, qui permettent de sortir des applications mobiles, alors avec des fonctionnalités assez restreintes, mais sur les stores en 2-3 semaines, vous avez quelque chose d'assez correct. Nous, on a déjà fait une application Adalo pour un client parce qu'il y avait besoin d'aller très rapidement, etc. Donc, en termes d'outils d'applications mobiles, on n'a pas d'outil qui est encore extrêmement performant comme Bubble l'est pour les applications web, mais on a des outils qui sont déjà intéressants pour faire des MVP voilà, sur quelques aspects. J'ai une question, Cyril. Ouais. J'ai une question. Alors, ces outils sont hyper intéressants et je vous encourage effectivement à aller les tester. Il y a pas mal de choses assez faciles d'accès et de plus en plus ça se démocratise et on n'a pas besoin de beaucoup de compétences techniques, en tout cas pour prendre en main la plupart des outils. Moi, j'ai quand même une question sur comment ça se passe quand j'ai créé un outil, justement, j'ai créé un produit, un début de produit. Avec ces outils, comment ça se passe le jour où on veut ajouter une fonctionnalité un peu plus custom, c'est-à-dire on doit mettre du code et on doit faire appel à des professionnels. Est-ce qu'on doit tout mettre à la poubelle et puis recommencer en code, ou est-ce qu'il y a des passerelles qui existent entre justement la partie no-code et la partie code? Comment ça se passe concrètement? Elle est extrêmement intéressante ta question, Guillaume. Aujourd'hui, c'est un peu le débat entre tout le monde. Est-ce qu'il faut croire que en low-code? Est-ce qu'il faut croire que au code? Aujourd'hui, notre approche, et encore une fois, elle est très personnelle, c'est de se dire que le low-code, c'est une manière aujourd'hui d'aller tester son idée. Nous, c'est notre conviction. On est persuadé que le low-code, à un moment, nous limite trop et qu'on passe trop de temps sur le low-code par rapport à du temps qu'on passerait sur du code et du coup à une solution qui nous appartiendrait. C'est vrai que nous, on a une grande conviction en interne, c'est que par exemple, tous les projets qui sont inférieurs à un certain budget, qui sont supérieurs à un certain budget, on ne les accepte pas en low-code. Parce qu'on ne veut pas passer trop de temps sur une solution qui ne nous appartiendra pas in fine. Sur Bubble, en fait, si demain Bubble crash, alors effectivement, ça sera mis en open source et ça sera maintenu, mais on n'est pas propriétaire de notre produit et c'est toujours un peu frustrant. Souvent, quand on veut développer une fonctionnalité, de dire « Ok, je vais aller faire du code à côté, du coup, je vais rajouter une couche, je vais rajouter une couche, je vais rajouter une couche. » Et en fait, il y a un moment aussi où l'outil low-code, on a beau rajouter des couches et faire des lasagnes, il y a un moment, tout se casse la gueule, où on a des tuteurs partout parce qu'effectivement, ça devient trop compliqué. Donc, il y a un moment où on repart à zéro. Donc voilà, notre stratégie aujourd'hui, c'est de nous dire « Ok, sur du low-code, mais il y a un moment, quand on dépasse un certain budget, on arrête et on passe vraiment sur une solution au code. » Alors du coup, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour faire une transition du low-code vers le code. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de solution miracle. Nous, là, on apporte notre expertise. C'est soit au fur et à mesure, on va développer des modules complémentaires en code et qui, du coup, seront ça d'investi pour la suite. Ok, par exemple, là, on avait un client qui s'est fait un peu challenger sur ses données, parce que les données étaient hébergées sur Bubble. Sauf que c'était des données de santé, donc effectivement, il fallait avoir des serveurs spécifiques. Donc, on a commencé à externaliser les données sur une base de données externe.
Donc, on a commencé les développements comme ça au fur et à mesure. Et du coup, on a pu vraiment y aller étape par étape. Et en fait, du coup, le client final n'a même pas vu la transition entre les deux technos. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de réel moyen de passer de low-code à code, juste des moyens progressifs du coup de le faire. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est qu'on connaît le produit. Donc, on va d'autant plus vite quand on connaît un produit pour le développer en code, quand on l'a déjà développé en low-code. Mais donc, voilà, il y a d'autres agences qui aujourd'hui se disent, nous, on croit que en low-code et le low-code, c'est incroyable et ça sera vraiment l'avenir. Peut-être, j'espère pour eux. J'ai pas de réponse toute faite, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas notre stratégie que d'investir sur le low-code à terme, en tout cas chez Lead. Super. Alors, 2 approches différentes du low-code. On va aller un peu plus vite sur la fin, juste pour vous présenter rapidement. Soit vous choisissez en fait d'avoir tout dans un seul outil. Par exemple, vous avez votre gestion de l'espace utilisateur, votre gestion des paiements, votre gestion de vos produits, votre gestion des inscriptions, et cetera, tout dans une seule plateforme, OK. Soit vous allez vous dire, en fait, je vais utiliser plein de plateformes différentes pour créer mon produit. Donc, je vais aller faire remplir un questionnaire à mon utilisateur via Typeform ou Google Form. Ensuite, ça va créer un flux qui va automatiquement envoyer un mail et qui va du coup le rediriger sur un site, sur mon site vitrine avec quelques informations custom. Et puis ensuite, j'aurai un récap dans un Google Sheet. Soit vous dites, OK, non, en fait, je veux qu'une seule plateforme et j'ai tout dans l'administration. Chaque approche est intéressante, mais chaque approche est spécifique à chaque projet. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Il faut juste être un peu conscient de sa stratégie qu'on veut mettre en place. Un petit focus sur Bubble. Bubble, aujourd'hui, du coup, c'est un outil de programmation visuelle qui vous permet vraiment de tout faire. J'ai mis une toute petite capture d'écran. Vous voyez à gauche les 4 fonctionnalités les plus importantes. Vous avez une partie design. Vous avez une partie où vous gérez votre workflow. Qu'est-ce qu'un workflow ? Quand l'utilisateur clique sur un bouton, alors je déclenche un envoi de mail. Alors je charge la page suivante. C'est ça, des workflows. Voilà, et ensuite toute la partie data qui est la base de données. Donc voilà, Bubble, ça vous permet de faire le front, le back et toute la gestion entre le front et le back. Ça, c'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut créer aujourd'hui. Déjà, je faisais une formation dans une école, ils n'avaient jamais touché à Bubble. On a réussi à créer un Twitter en même pas 4 heures. Tous ensemble, alors qu'ils n'avaient jamais, enfin Twitter, sans forcément toute l'ergonomie qui va avec, mais et sans forcément les espaces clients, mais déjà le principe de feed d'actualité, de réaction, etc. Ça, on a réussi à le faire. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, il y a des plateformes des startups qui lèvent des millions et des millions qu'avec des produits Bubble. Pourquoi ? Parce que Bubble est extrêmement performant. Un petit focus sur Webflow, je vous en ai parlé. Ça, c'est plus pour des sites vitrines plus que pour des applications web. Un design extrêmement complet, extrêmement intéressant en termes d'animation. Un site qui est exportable en code CSS HTML. Ça, c'est une énorme valeur ajoutée aussi. Vous ne dépendez pas de l'outil. Et puis, in fine, des recommandations et des optimisations SEO assez dingues pour être présent dans les bons résultats de recherche sur Google. Et puis des fonctionnalités encore plus développées sur Webflow, comme la gestion de blog, gestion de CMS, même gestion de produits pour des e-commerce. Enfin, voilà, ça peut aller très loin du Webflow. Ils se développent énormément aujourd'hui par leur notoriété. Alors, un petit exemple un peu marrant de startup lancée en low-code. Aujourd'hui, Comet, pour prendre un exemple que j'avais déjà vu, aujourd'hui, il permettait tout simplement de connecter des freelances tech et data avec des entreprises, un peu un système de matching. En un an, ils ont réussi à faire 500 000 € de chiffre d'affaires avec tout simplement une seule plateforme en low-code. Donc, c'est du Bubble avec du Zapier qui permettait de faire de l'automatisation. Concrètement, un cas d'utilisation, aujourd'hui, par exemple, je demande à rencontrer un freelance tech, je veux que ça envoie un mail ou je veux effectuer un paiement. On peut utiliser Zapier qui permet de déclencher une action dès qu'effectivement une action est effectuée sur Bubble. C'est juste, Zapier, c'est un flux d'automatisation, c'est un outil d'automatisation qui détecte une action à un endroit et qui en déclenche une autre à un autre endroit. OK. Donc aujourd'hui, effectivement, ça a été fondé par 3 jeunes sans CTO. Vous recherchez un CTO, mais en fait, votre CTO, il est dans les outils low-code. Encore une fois aussi, tout dépend de là où vous voulez mettre vos efforts commerciaux. Il y en a qui ont vos efforts, pardon. Il y en a qui ont des énormes efforts commerciaux à faire, d'autres plus des efforts sur leurs produits à faire. À vous de voir effectivement où est-ce que vous voulez concentrer vos efforts.
Donc, il n'y avait pas de CTO au début. Ils ont investi 300 € chacun et ils ont réussi en 1 an à faire 500 000 € de chiffre d'affaires juste sur une plateforme développée sur Bubble à 3. Et puis, in fine, au bout d'1 an, ils ont fait une levée de fonds de 2 millions. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de sujet en termes d'investissement. Ils sont passés sur leur produit final. Et voilà. Et juste avec une plateforme à Bubble, ils ont réussi à faire une levée de fonds. Il n'y a pas besoin de chercher un CTO, il n'y a pas besoin non plus d'aller faire développer votre produit par une agence si même vous avez les possibilités de le faire. Voilà. Mettez-vous ça en tête qu'aujourd'hui, il y a un tel champ de possibilités assez monstrueux qu'il ne faut pas non plus se prendre trop la tête sur les stratégies à mener. Alors, code ou no code, pour finir un peu cette présentation, en fait, j'ai pas de réponse pour vous, tout dépend du produit. Il n'y a pas de cas réel. Je serais ravi d'en discuter pour se challenger et encore une fois, j'ai pas la réponse à tout non plus, mais c'est vrai que c'est notre quotidien aussi de se dire: «Est-ce qu'on va proposer plus une solution en code, plus une solution en no code?» Voilà. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. J'ai été un peu long, je suis désolé. J'espère que ça a été assez concret. C'est dur en 45 minutes de faire tout le panel des possibilités, mais n'hésitez pas à les Ah, poser dans c'est top Cyril et puis, on pourra approfondir les sujets, no code, low code, à l'occasion d'un prochain digitalk si ça intéresse, les participants d'aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu venir aussi, hein, évidemment. Moi j'ai une question, justement, ça fait écho au dilemme que tu poses à la fin, hein, code ou no code, il n'y a rien de parfait. Est-ce qu'il y a quand même des projets pour lesquels c'est compliqué de faire du no-code ou du low-code? Tout à l'heure, tu parlais d'un enjeu par rapport aux données de santé. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels en fait, on va vite être limité, pas forcément par la fonctionnalité, mais par peut-être des aspects associés aux fonctionnalités sur la data, la sécurité, la conformité, je ne sais pas. Voilà. Est-ce ouais. qu'il y a des Des exemples en aspects tête? sur la data, effectivement, déjà, dès qu'il y a des données sensibles, déjà, alors c'est possible parce qu'on peut interconnecter des bases. Bubble est extrêmement puissant, il peut interconnecter tout type de base de données. Dès qu'on a des données un peu sensibles, etc., ou des aspects de sécurité, comme on ne maîtrise pas ça et que c'est Bubble qui en est vraiment le seul garant, c'est vrai qu'on évite sur les phases MVP. Et puis de toute façon, souvent ces projets, c'est des projets qui ont quand même un énorme investissement au début parce qu'il faut assurer la sécurité dès le début. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Donc on dit à nos clients, en fait, tant qu'à le faire, autant le faire dès le début parce que voilà, ça nécessite peut-être un travail un peu plus long en amont du coup, parce qu'on va mettre un peu plus d'investissement dans les premiers développements du MVP, un travail un peu plus long en amont de recherche. Mais voilà, dans ces cas-là, nous, on ne conseille pas forcément le low-code. Encore une fois, c'est très personnel. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes? Ouais, aujourd'hui, ça nous est arrivé, par exemple, c'est des projets. En fait, c'est plus en termes de durée de développement aussi, sur des projets où c'était extrêmement long. Je sais pas, on avait 5 mois de développement sur du Bubble. On a dit non, en fait, ça sera 6 mois sur du code traditionnel. Allez pas demander 5 mois de développement en Bubble aujourd'hui pour dans 1 an aller faire 6 mois sur du code traditionnel. Donc ça, effectivement, on a dit non aussi. Je suis en train de réfléchir à des projets aujourd'hui. Ouais, par exemple, on avait un projet où on devait faire interconnecter énormément d'API de réseaux sociaux. Typiquement, l'utilisateur devait incorporer une vidéo sur sa plateforme et celle-ci devait être diffusée sur plein de réseaux sociaux différents avec la possibilité dans la plateforme d'éditer un peu la vidéo, etc. Donc, ça demandait des performances beaucoup trop poussées pour Bubble. Ça allait être beaucoup trop lent pour l'utilisateur final. Parce qu'il y avait trop d'API différentes, complexes, Instagram et Facebook, etc. Ce pas des API qui sont extrêmement évidentes. Donc effectivement, là, on s'est dit non parce qu'on ne le sent pas en termes de performance. Après, il y a toujours moyen d'optimiser, mais on s'est dit là, ça vaut plus le coup de passer sur une solution en code au début. C'est ce qui vous différenciera de vos concurrents. Il n'y a rien de pire qu'une plateforme aujourd'hui qui lag, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on essaye d'anticiper ça assez vite. Est-ce qu'on a d'autres aspects? J'ai pas d'autres idées comme ça dépend de chaque projet. Je sais pas si tu as des idées en tête. Mais... OK, non, mais effectivement, il y a pas mal de situations. En tout cas, ça montre que c'est important, d'être accompagné, d'avoir des gens dont c'est le métier, pouvoir identifier, d'éventuelles difficultés ou en tout cas, voilà, avoir un petit warning, pour prendre les bonnes décisions. Moi, je trouve que votre approche, elle est hyper intéressante. Tu l'as dit, ça permet de gagner du temps et au final de gagner de l'argent. Ouais. Donc ça peut paraître être un peu contre-intuitif ou contre-productif parce que l'entrepreneur va mettre plus de temps à sortir son produit, il va sortir moins de fonctionnalités, etc. Mais au final, c'est un investissement qui peut être
très pertinent si ça permet d'aller dans la bonne direction. Ouais, tout à Super. fait. Mais merci encore, Cyril. Merci à toutes et à tous, de nous suivre si, attentivement. Cyril, si on a des questions, si on veut, tester des choses, être accompagné par Yield Studio, comment on vous contacte? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, yieldstudio.fr. Vous aurez effectivement mon numéro de téléphone et un petit formulaire de contact, donc n'hésitez pas, même pour échanger comme ça autour du low-code, sans forcément de projet derrière, c'est toujours intéressant. Nous, ça nous intéresse, c'est pour ça qu'on fait nos webinaires. Donc voilà, n'hésitez pas et on serait très heureux d'échanger avec vous sur Tours, sur Paris. Et on est aux 2 endroits. Super, merci, Cyril. Merci à tout le monde. Moi, je vous donne rendez-vous, dans une semaine. J'accueillerai, Jérôme Guyot, le directeur produit d'Artic, et on va parler, de data, comment on utilise, les data pour prendre, de meilleures décisions au quotidien. J'espère que ça va, vous intéresser, que ça va vous plaire. C'est dans une semaine dans le Digitalk. Merci encore, Cyril. Merci à toutes et tous, et je vous dis à très bientôt. Bonne Merci à journée. tous, merci Guillaume. Bonne journée.